Lundi 27 janvier 2025, 13h01. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour le premier live de la semaine. Petit live normalement tranquille où il y aura pas mal de blabla. Parce qu'évidemment, le live de samedi a sauté. Donc on va récupérer quelques trucs du live de samedi qu'on va faire aujourd'hui. Donc notamment faire un petit tour rapide de l'actualité escalade de la semaine dernière. Et ensuite on va récupérer le plan du jour, qui est de lire le Weekly Shonen Jump qui est sorti hier. Sans doute faire un petit peu d'actu manga aussi. Et derrière, normalement, un test de démo, il va pas tarder à être proche de 17h derrière, je pense. Tout simplement. Mais ouais, le live de samedi a sauté parce que les sujets recherche de voitures et de boulot prennent plus de temps que prévu et plus d'espace mental que nécessaire. Je suis pas du tout fan et pas du tout intéressé par les voitures, alors ça me prend juste de l'énergie pour rien de chercher une voiture pas chère mais qui n'a pas de défauts cachés. C'est le seul truc que je cherche en fait, j'ai pas beaucoup plus de critères. Le problème c'est que je n'y connais pas grand chose en voiture, donc ça prend du temps, et en n'ayant pas de critères, ça aide pas trop ma personne à chercher, et d'autres personnes à m'aider également. C'est un peu relou, ça prend du temps pour des trucs qui m'intéressent pas fun. Et je vais en avoir besoin assez vite d'une voiture du coup, parce que je vais assez vite être limité. Quelle idée d'avoir planté la mienne, tout simplement. Ah bah là je regrette de m'être planté, Fou. Mais uniquement à cause de ça. Voilà, et j'ai pas spécialement eu l'occasion de rattraper le live dans le week-end. J'ai plus envie de live les soirs slash la nuit, et les après-midi, elles ont été prises toutes les deux, donc j'ai pas trop pu. Tant pis, on rattrape ce qu'on peut aujourd'hui, et ça change pas grand-chose. Dommage pour un retour de faire sauter le deuxième live, on va pas se le cacher, mais on est là. Voilà. Sinon, j'ai passé un bon week-end, et j'espère que vous aussi, et que vous êtes chaud pour cette semaine qui commence. Effectivement, Liam, ça fait longtemps. Bonne année à toi. Qu'est-ce que t'es devenu depuis quasiment 5 mois? Ça va. Tant mieux, Ah, c'était pas une période fun, moi c'est 5 mois, j'ai pas... pas kiffé de fou. Voilà. Parce que j'avais plus à trouver le temps de faire les trucs que j'aime beaucoup. En ligne, notamment. Oral de stage tout à l'heure, je me suis dessus. C'est par rapport au stage dont on avait parlé, il y a belle lurette maintenant? Ou c'est un autre stage que t'as fait depuis? Ah, le yacht. Et tu te chies dessus parce que t'es pas prêt ou juste parce que juste c'est un oral et que ça t'écrase? Parce que moi je sais qu'être prêt ou pas ça change pas grand chose là-dessus et c'est juste les euros ça me détruisait mais comme pas possible. Oral CoF6, ah ouais le CoF6 il pique un peu effectivement. Et t'as déjà d'autres notes que celle-ci? Ou pour l'instant t'es en suspense total et tu sais pas trop à peu près ce que tu dois viser pour l'oral? Mais ouais, moi de mon côté le boulot m'a un peu écrasé, j'arrivais plus à trouver le temps de faire grand chose. 1, 8,25, CoF 1,5. Ouais. C'est pas une note qui aide beaucoup, effectivement. Eh ben, bon courage pour ton oral. Force. Voilà. Mais le seul truc qui est vraiment resté et que j'ai pu un petit peu bosser pendant la période du boulot,
C'est ma passion pour l'escalade, qui a bien lancé dans tous les sens. Hein. Je grimpe autant, mais en plus je me suis lancé dans la petite compète autour de chez moi. Et en plus je suis l'actualité autour de l'escalade, alors que jusqu'à mai dernier, je pense, je grimpais sans faire grand chose d'autre que mes petites séances 2 fois par semaine. Donc c'est un peu évolué là-dessus et c'est cool. Bon, je suis content de suivre un peu plus ça. Faut que je taffe, je disais juste salut. Et puis avec grand plaisir, Liam, bosse bien. Au plaisir de te recroiser, si j'arrive à garder mon petit rythme que je reprends tout doucement. Et surtout, bon courage pour tout à l'heure. Bref, donc pour l'actualité de l'escalade que je voulais regarder, normalement on aurait dû voir ça samedi, donc on va regarder l'actualité du 18 au 24, inclus normalement PAF. Ce qui nous donne ces articles-là, pof, pof, pof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, le classique. Bon, il y en a qui vont être rapides, c'est des résultats de compète. Les compètes elles-mêmes m'ont pas intéressé, mais... Enfin, en soi, le championnat de France de bloc, ça m'intéresse, hein, évidemment. Mais là, on a que les résultats des demi-finales. Pour les moins de 18 et les moins de 20. Mais là, c'est que les résultats, donc finalement, on n'a pas grand-chose à en faire de plus. D'autant que les finales sont déjà passées. Donc on peut directement passer... C'est pas déjà ce qu'on vient de voir, ça? Demi-finale, je sais pas. Oui, voilà, là c'est le final. Eh, mais j'ai raté du coup, les finales. À Chamonix, les finales U18, on misait mal les compétiteurs, gna gna. Macha Brébion, avec Adzone, Elisa Pasmar, Alwena Guello, Maël Reynaud, Antonin Cachon, Octave Zanetti Large. Je connais personne là-dedans, bien sûr. Parce que les catégories jeunes tournent un peu beaucoup et c'est pas ce que je suis le plus. Donc ça va être plutôt rapide. Demi-finale et finale. C'est pour ça que je comprenais pas le titre. Demi-finale du championnat de France de bloc. Résultat des finales. Il peut pas y avoir de résultat de finale pendant les demi-finales, ça a pas de sens ça. Un Chamonix en U16. U16 je connais pas non plus évidemment. Et les seniors, Camille Pouget, Elia Blondeau, Morangélique. Eh, Morangélique c'est celle qui fait Ninja Warriors et qui est la meilleure femme chaque année. Je savais pas qu'elle faisait de l'escalade en plus. Donc là elle est 3ème française, littéralement. Drôle. Sinon, Noé Moutot, Joseph Perrin et Camille Claude. Je connais pas. Et Montmartin, U16, je connais pas les noms non plus. Et chez les adultes, Sola Lerondelle, Iman Ridouani, Clotilde Morin, Keito Watanabe, Owen Marquez-Sellier et Maël Bernier. Je ne connais personne là-dedans. Et pourquoi il y a 40 000 championnats de France de bloc là? Parce que le prochain là, c'est en février, en Normandie. Et à Anse, dans le Rhône-Alpes, le 8 et 9. I don't understand. Mais d'accord que mon Angélique, par contre, c'est Madame Ninja Warriors. Yes. On verra pas plus. Alors sinon, en actu, Alex Megos frappe encore fort à Margalef. Il flash Mr. Big 9A. Alex Megos est visiblement en grande forme juste après avoir réalisé la première session de Tuareg Blanco 9B/+. Il a flashé sa voisine de droite Mr. Big 9A dès le lendemain. Quand Alex Megos s'est rendu à Margalef pour les fêtes de fin d'année, il avait un objectif précis en tête. Venir à bout de Tuareg Blanco. Cette ligne, équipée il y a une décennie par Adrien Boulon, avait résisté aux assauts de nombreux grimpeurs, y compris ceux de Ramon Julian Puigblanc
Aucune idée de son origine, donc j'ai fait un accent au hasard. Très malin ça. Longue de 25 mètres, elle propose un enchaînement de 22 mouvements sans repos sur des réglettes et des trous peu profonds. Les réglettes et les trous. Après 15 jours de travail répartis sur 2 séjours, Megos a réussi à atteindre son objectif en signant la première ascension de cette voie, proposant une cotation de 9B/+. Ragaillardi par ce succès, Alex ne s'est pas contenté de savourer sa victoire. Le lendemain, il renfilait ses chaussons pour s'attaquer à Mr. Big, 9A, une autre voie emblématique du secteur Racco de Les Espadelles. Équipée en 2021 par Tom Bolger, cette ligne est réputée pour son charme, mêlant mouvement dynamique et mur bleu technique. Alex, qui avait observé plusieurs grimpeurs tenter la voie ces 2 dernières semaines, se sentait prêt. Son but, la flasher. Je sais pas du tout ce que c'est un mur bleu technique. On va donc regarder ça. Zoom. Ouais, c'est étonnamment, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas d'explication, c'est un terme qui existe, mais... On a un manteau de l'article là. Comme cette voie située juste à droite des Touareg Blanco, j'ai vu des grimpeurs dedans pendant près de 2 semaines, j'avais donc toutes les méthodes en tête, c'était parfait pour tenter de la flasher, a-t-il confié. Résultat, une ascension maîtrisée et sans erreur, où il a franchi le crux avec une aisance déconcertante, réalisant un blocage impressionnant là où la plupart des grimpeurs optent pour un mouvement dynamique. Effectivement, ça va être un beau blocage ça. Les jambes dans le vide et en tenant sur cette merde, au secours. Fidèle à lui-même, Megos a laissé le soin à d'autres de débattre de la cotation. La voie correspond parfaitement à mon style et je suis en grande forme en ce moment. Je pense que c'est aux autres de débattre au sujet de la cotation. L'essentiel, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à grimper cette ligne, probablement l'une des meilleures parmi les voies dures de Margalef. Cette double prouesse à Margalef s'inscrit après une année 2024 remarquable pour l'Allemand. Outre Touareg Blanco et Mr. Big, il a enchaîné des voies emblématiques comme Change et Move, 2 9B/+, norvégien signé de la patte d'Adam Ondra, ainsi que Sleeping Lion, le 9B de Chris Sharma, situé à Siurana en Espagne. À Margalef, il repart également avec On Engine 8C+, une autre première ascension venant parachever un séjour des plus mémorables. Et B, en un séjour en très peu de temps, il a fait 8C+, 9B/+ et 9A. En même temps, Alex Megos, plutôt quelqu'un qui bouffe les cailloux quoi, dans l'ensemble. C'est pas vraiment un grimpeur de compète, je crois. Mais alors en rocher, il y va quoi. Ah, il a des médailles en championnat du monde quand même. En 2018 et 2019. Ouais, depuis il est que sur des rochers. Parce que j'ai pas souvenir de l'avoir vu l'année dernière quand j'ai commencé à regarder les compètes. Donc oui. Alors, j'allais dire, c'est plus simple de marcher fort sur les cailloux quand tu fais pas de compète, mais il y en a qui arrivent à faire les deux. Et ça c'est impressionnant, mais... Il a en soi un avantage, il fait plus de rochers normalement que d'autres. Allez, une petite interview de Max Berton, la révélation de l'année sur le circuit senior. Ah, je crois qu'il vient d'arriver en senior. Parce que c'est le petit frère d'Orian Berton, évidemment. Ouais, il vient d'arriver en senior. À 18 ans, Max Berton est de ceux qui incarnent l'avenir chez de l'escalade française. Originaire de La Réunion, ce jeune grimpeur a fait une entrée fracassante sur la scène internationale en 2024, sa toute première saison chez les seniors. Plus qu'un simple passage dans la cour des grands, cette année a été une révélation. Des demi-finales systématiques sur chaque étape de Coupe du Monde, 2 finales marquantes, et surtout, une capacité rare à se hisser parmi les meilleurs dans une discipline en constante évolution. Mais derrière ces chiffres impressionnants, se cache un athlète en pleine construction, un grimpeur à la recherche d'un équilibre entre polyvalence et excellence. Max, guidé par une passion insatiable pour l'escalade, a su transformer ses défis en opportunités, et ses erreurs en tremplin. Son choix de se concentrer sur la difficulté la saison dernière, après une entrée mitigée en bloc, témoigne d'une maturité qui dépasse son âge. Ah, mais c'est pour ça que je l'ai moins vu. Parce que dans l'ordre, je regarde compète de bloc, compète de diff, rocher, et compète de vitesse. Donc forcément, s'il s'est concentré sur la difficulté, je l'ai un peu moins vu.
Avec une technique raffinée, un mental d'acier et un entraînement millimétré aux côtés de son père, il a su faire de cette saison une pierre angulaire pour son avenir. Dans cette interview, Max nous ouvre les portes de son univers, ses moments de gloire, comme sa finale enflammée de Briançon, ses déceptions, comme son déclassement controversé au championnat de France, et ses rêves qu'il construit patiemment entre la résine des compétitions et le grain du rocher. Découvrez un grimpeur ambitieux, attachant et profondément inspiré, qui écrit les premières lignes d'une carrière qui s'annonce déjà grandiose. Tu as participé à ta première saison chez les seniors en 2024 et tu es rentré en demi-finale de toutes les coupes du monde auxquelles tu as participé, signant même 2 finales. Quel bilan tires-tu de cette première année chez les grands? En fait, j'avais des objectifs en bloc et en diff l'an dernier, mais avec ma 5ème place au sélectif de Karma et ma 12ème place au championnat de France à Valence, je n'ai réussi à me qualifier que pour des coupes d'Europe seniors en bloc. Du coup, j'ai fait le choix de ne pas me disperser et de ne participer qu'à la saison de diff. Mon bilan, c'est que je n'avais pas encore la maturité physique pour jouer en bloc chez les seniors, alors le choix de se tourner vers la diff a été judicieux car j'ai pu mieux m'exprimer sur les qualités de tenue de prise et de résistance. Au final, le travail qu'on a fait avec mon père a été efficace, on a beaucoup appris et avancé du côté de l'entraînement, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer cette année. En difficulté, il y a un move comme ça, c'est genre le move obligatoire, c'est la méta. Genre te retourner entièrement sur une petite merde en lâchant tes jambes pour te relancer derrière. Ah ouais. Les objectifs fixés en 2024 ont-ils été atteints? Mes objectifs en diff étaient de faire de bonnes demi-finales et d'accrocher au moins un top 10 sur une coupe du monde. Du coup, je suis très content de ma saison, malgré 2 étapes où je n'ai pas été très brillant, Chamonix et Séoul. Les 2 finales auxquelles j'ai participé ont été la cerise sur le gâteau. Il y a tout d'abord Briançon, où je suis passé juste à côté du podium, mais le vrai objectif de performance atteint a été ma 6ème place à Copper. Car sur cette étape, il y avait presque tous les grimpeurs forts, et j'ai réussi à mettre des runs à ma limite et sans erreur de lecture. Plus beau souvenir de l'année. 2 souvenirs me viennent à l'esprit. Le premier, sans doute le plus beau et le plus mauvais à la fois, c'est celui des championnats de France à Tarbes, où j'ai fait la meilleure performance de la finale, avant d'être déclassé 7ème sur une décision difficile à comprendre, et qui a failli me coûter la sélection en équipe de France. J'ai pas la ref de l'histoire, mais ça c'est dur mentalement. Tu fais une giga run, t'arrives premier, et le coup dit non, t'es 7ème parce que t'as coupé un truc à un moment. Soit il faut que l'info arrive plus tôt, soit c'est trop tard quoi. Le second est celui de la finale à Briançon, où je me suis retourné vers le public en début de voie, et j'ai vu la foule à fond derrière moi, j'ai senti le mur vibrer sous mes mains tellement il me poussait fort. Je n'oublierai jamais cette ambiance de ouf et cette sensation. C'est d'autant plus fort aujourd'hui qu'on sait qu'il n'y aura malheureusement plus d'étape à Briançon. C'est stylé, effectivement, t'es en début de voie, tranquille, tu démarres, t'es bien, tu regardes derrière, tu profites du public. Modifier quelque chose dans l'année. À part cette grosse erreur de lecture en demi-finale au championnat d'Europe à Villars, qui me sort de la finale, je n'ai pas d'autres regrets, mais c'est aussi ce genre d'erreurs qui permettent d'apprendre et de rebondir. Les blocs à Blo. J'y suis encore, j'ai réalisé la proue d'Acléode 8A en 3 essais et Gecko Assi 8B+, en 3 sessions avec la complicité de Mejdi. Nous avons partagé nos méthodes et l'avons sorti coup sur coup au 3ème essai de la séance. C'est une super expérience de grimpe, tant pour la beauté de la ligne que pour le moment de partage. En début d'année 2024, j'ai aussi réalisé mécanique élémentaire sous les encouragements de la famille Tournus, mais je ne compte pas ce bloc là comme un 8B+, car je l'ai sorti au premier essai du bas, après le calage des moves à l'échauffement. Ce qui est sûr, c'est que je regrette de ne pas avoir plus de temps pour grimper dehors avec la saison des compètes. J'ai jamais fait de bloc en extérieur, ça a l'air difficile de fou. Comment tu sais quelle prise faut prendre, quel chemin faut suivre? J'en sais rien. Un bloc difficile, ou qui rend fier. Si je dois être sincère, pas trop. Sur Gecko, c'est allé assez vite comme mécanique élémentaire, peut-être qu'il faut que je m'attaque des projets plus durs, ou moins dans mon style. Les prochains projets. J'ai mis quelques sessions sur la Picharette, un bloc proposé à 8C. J'ai enchaîné très vite la 8A de sortie et j'ai calé tous les moves. Les condis sont difficiles en ce moment, mais je sens que c'est faisable si j'arrive à trouver une journée sans trop d'humidité. Effectivement, ça a l'air d'être ok. Le pied est bon. Organisation de l'entraînement.
Probablement un peu comme tous ceux qui jouent les deux disciplines, d'abord un focus sur le bloc jusqu'en février, puis une bascule progressive vers la diff car il y a déjà un sélectif mi-mars à Valence. C'est assez compliqué de jouer la polyvalence sans se disperser, ça va être le défi de cette année, avec des saisons de diff et de bloc qui se télescopent. Des pistes pour progresser. Sans doute le physique, je suis encore très en deçà du niveau requis en senior pour pouvoir m'exprimer dans les styles basiques en gros muscles. Pour l'instant, je compense en serrant fort les prises et en misant sur qualité de grimpe et de technique. Si tu grimpes juste, tu peux te permettre d'avoir moins de force, je pense. De toute façon, ça va venir progressivement. Les objectifs. Un premier objectif serait de participer à quelques coupes du monde de bloc. Malgré mes limites physiques, je pense que j'ai une chance d'y arriver selon les scénarios et des sélectifs. Un second objectif serait de refaire des finales en coupe du monde de diff et, pourquoi pas, monter sur la boîte cette fois-ci. Rêve ou projet pour 2025. Pas spécialement, faire un 8C bloc me plairait assez, et surtout trouver le temps de mettre quelques séances dans La moustache qui fâche 9A+, à Entraigues. Je suis tombé au tout dernier move dur l'an dernier, et je pense que cette année, sur la table de Briançon, je vais pouvoir y retourner. Évolution à long terme. Pour le coup, non, je suis encore dans la polyvalence, même si en diff j'ai réussi à m'exprimer plus vite. Je me donne encore au moins cette année, voire la prochaine, pour faire un choix de spécialisation, ou pas. Il y en a qui arrivent à jouer sur les deux disciplines, j'aimerais bien que ce soit mon cas aussi. La relation avec la sœur. En ce moment on se voit pas mal, elle est venue plus d'un mois à la Réunion en octobre-novembre et on grimpe beaucoup ensemble dehors en ce moment. Mais globalement, depuis qu'elle est partie à Paris en 2021, on s'entraîne plus vraiment ensemble. Elle a été mon modèle pendant toute mon enfance, sur le caillou comme en compète, jusqu'à ce que je la dépasse. Mais elle reste la grimpeuse la plus badass de circuit quand même. Merci à Planète Grimpe de me suivre et de suivre l'évolution du plus beau sport du monde, l'escalade. Ne changez rien. Bravo. Ensuite, cette semaine, il y a eu une cyberattaque sur la FFME, donc la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade, si je ne m'abuse. Ça tombe bien, j'ai pris ma première licence en novembre, le timing est fou. Bien joué à moi. Je pense que c'est littéralement pour mes infos que les cyberattaqueurs ont cyberattaqué. Cyberattaqueur, arrête de cyberattaquer. Cyberattaqueur, arrête de cyberattaquer. Cyberattaqueur, arrête de cyberattaquer. Oh mince. Voilà, donc si vous vous faites un peu attaquer avec nom, prénom, adresse postale électronique, identifiant et de naissance, numéro de téléphone, bah faites gaffe. Voilà. Et dernière info, de Planète Grimpe, Grimpeuse, l'association qui redéfinit la place des femmes dans l'escalade. Pousser les femmes à s'investir dans leur escalade pour que ça rejaillisse sur leur vie. Voici le credo de l'association Grimpeuse qui monte en puissance et nous pousse à remettre en question certains comportements et façons de penser. Entre conférences et rencontres, le Salon de l'Escalade 2025, qui a eu lieu les 10 et 11 janvier dernier, aura été le vivier de nombreuses prises de conscience sur notre pratique, et notamment l'apport bénéfique du féminisme dans l'évolution de notre sport. L'association chapeautée par la grimpeuse professionnelle Caroline Cavaldini était naturellement présente au salon, alors nous en avons profité pour rencontrer ses membres et réfléchir ensemble à la place du féminisme dans l'escalade. Je la connais pas. Il manque le i, bien sûr. Grimpeuse française, vice-championne de France en 2010. Ok, sa carrière c'était avant 2010, c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop entendu parler. 2001-2010, sa carrière qui a marché. Et en falaise, c'est régulier? Non, c'est aussi un peu plus vieux. Pour ça, je connais pas trop. Pourquoi des associations féministes apparaissent dans l'escalade? Certes, aujourd'hui notre activité est en plein changement, mais il y a encore parfois du chemin à parcourir. La majorité des grands récits qui font la culture de notre pratique sont portés par des hommes. Longtemps, l'escalade était stéréotypée à cette image d'un homme torse nu, le corps fin et les muscles saillants. Que personne ne se sente visé dans cette déconstruction, mais notre sport est fortement marqué par cette pensée limitante. Les dévers c'est pour les mecs, les dalles pour les filles. Ah non, mais c'est pas ça du tout que je pense, c'est horrible de penser ça. Alors, je me sens beaucoup mieux en dévers qu'en dalle, mais c'est parce que je suis une brêle avec mes jambes et c'est vraiment quelque chose qui me plaît pas. Pas spécialement parce que, ouh, les mecs, c'est que les bras, et les jambes, c'est les femmes. Horrible. Une voie ou un bloc enchaîné par une femme de façon à être plus facile. L'ouverture c'est trop physique pour les femmes.
Alors quand on est une femme, quelle place prendre, quel avenir, quelle progression peut-on avoir dans le milieu de l'escalade si les codes sont d'entrée de jeu parfois limitants? Une pratique qui se féminise. Pourtant, notre pratique se féminise sensiblement d'après l'étude de l'Observatoire de l'escalade parue en octobre 2024. L'étude lancée auprès de pratiquants engagés démontre tout d'abord une féminisation de la pratique. Ces dernières représentent environ 42% des pratiquants et 53% des néo-pratiquants, moins de 2 ans, faisant ainsi de l'escalade une activité quasiment paritaire. Une pratique bientôt paritaire, voire même majoritairement féminine, forcément cela pousse à redéfinir notre pratique. L'étude montre également que 82% des grimpeurs ont le sentiment de faire partie d'une communauté. Il n'est donc pas étonnant de voir apparaître des regroupements féminins comme grimpeuses ou climbing bitches. Le nom me plaît pas du tout, c'est pour ça que je fais la blague. Si 46% des grimpeurs en salle privée et 45% en club sont des femmes, elles ne représentent que 30% des pratiquants allant en extérieur. Grimpeuses jouent alors un rôle très important de médiation et de formation auprès des pratiquantes pour que leur escalade se diversifie. Session en non-mixité choisie, atelier pour toutes et tous, stage en extérieur et même un podcast avec Altitude. L'association Grimpeuse diversifie ses activités pour répondre aux problématiques de genre dans l'escalade. Depuis 2018, l'association Grimpeuse encourage la pratique de l'escalade chez les femmes en créant une communauté solidaire et inspirante. Elle contribue à augmenter le nombre de femmes dans ce sport tout en favorisant un environnement de confiance et d'entraide pour le développement des compétences. En brisant les barrières traditionnelles et en encourageant l'inclusivité, Grimpeuse veille à ce que l'escalade soit accessible et accueillante pour tous, en favorisant une culture de soutien et d'autonomisation au sein du monde de l'escalade pour que les femmes se sentent à leur place et puissent créer une escalade à leur image. À la suite de la conférence Escalade et féminisme, casser les plafonds de verre, animée par Caroline Chiavaldini, Sophie Berthe et Aurélia Pardon, nous sommes allés à la rencontre de membres de Grimpeuses présentes au salon. C'est Caroline Chiavaldini, grimpeuse professionnelle et fondatrice de l'association, qui nous explique le fonctionnement de Grimpeuses. Pendant des années, il n'y avait qu'un événement par an, et l'année dernière, on a beaucoup grandi. On a recruté. Le premier événement était à la Capelle, site de bloc en extérieur. Un événement était aussi organisé à Aile-Froide, un événement mixte outdoor et indoor à Paris. Il y a toujours un backup en salle s'il pleut. La porte d'entrée de l'escalade reste la salle pour de nombreux pratiquants. Non, pour de nombreuses pratiquantes, oula, je suis mal déconstruit. Alors, l'association s'adapte. Il y a un intérêt à faire ça en salle aussi, car il y a des exercices beaucoup plus faciles à faire en indoor. Mais une des facettes de Grimpeuse, c'était de proposer aux femmes de faire leur premier pas sur le caillou, explique Caroline. Coralie Havas, coach chez Grimpeuse et en charge du podcast Altitude, poursuit. Quand on a fait l'événement à Paris, on a d'abord commencé en salle à Arcos-Nanterre. Quand les filles sont venues à la deuxième session à Fontainebleau, 70% n'avaient jamais grimpé dehors. L'intérêt de faire d'abord une journée en indoor et ensuite d'aller en extérieur, c'est de dire on crée un environnement safe au début, vous connaissez la salle, etc. Et ensuite on va grimper ensemble en extérieur. Moi, j'ai toujours grimpé en extérieur, donc ça ne me fait pas peur. Mais faire le premier pas pour sortir de la salle en étant adulte, c'est plus dur. Oui, je meurs d'envie d'aller sur un site de bloc pas très loin de chez moi, il n'y en a littéralement que un seul. Mais entre le fait que j'y connaisse rien en cailloux, que je ne connaisse pas spécialement les blocs sur le site, que je ne sache pas repérer les prises correctement dessus parce que j'ai uniquement l'habitude de la salle, et que j'ai pas de crash pad, ça me paraît compliqué comme aventure d'aller essayer ça tout seul. Donc il faudrait que je me greffe à un groupe qui y va. Et mes potes ont moins la passion de l'escalade que moi. Donc il va falloir que je me greffe à un autre groupe et que je sache quand est-ce qu'ils y vont sans être dans leur groupe. Dommage pour mon envie. Caroline ajoute, quand on avait démarré à la Capelle, les blocs étaient hauts, donc il y a la notion de prise de risque, d'engagement, de contrôle de sa peur. Il y a plein de choses très intéressantes dehors. Je savais pas qu'il y a un podcast d'escalade. Caroline nous explique, il y a 2 événements et des sessions qui ont démarré l'année dernière, et ça c'est une fois par mois dans plusieurs villes. Il y a Arcos ici et Arcos Montmartre, et l'idée c'est qu'on descende à Arcos Marseille a priori très très vite. On fait aussi un podcast qui s'appelle Altitude, qui est un petit plus global. On ne parle pas que d'escalade et pas que de filles, on fait aussi des stages. Ok, il parle de tout ce qui est montagne du coup. La Via Alpina. Randonnée seule pendant 4 mois.
Le propre de Grimpeuse est de toujours s'adapter au profil de ses adhérentes. C'est pour répondre toujours mieux à leurs besoins que la session se développe, nous raconte Caroline. On s'était rendu compte qu'en faisant 2 événements par an, ça fait quand même beaucoup de mois de silence, et on avait envie de pouvoir proposer aux femmes un accès au concept de grimpeuse, quel que soit leur timing ou leur caractère. Parce qu'il y a des gens qui sont trop timides pour aller sur des événements, des gens qui n'ont pas les finances, pas le temps. Un gros rassemblement, ça n'allait pas à tout le monde en fait. Et le podcast est fait pour les timides parce que tu restes chez toi. C'est très important de lire le rire comme ça, je pense. L'idée c'était de décliner l'offre pour pousser les femmes à s'investir dans leur escalade pour que ça rejaillisse sur leur vie. Derrière Grimpeuse, il y a aussi l'accompagnement des partenaires qui souhaitent promouvoir cet élan féministe. Nous avons un partenariat avec Arcos qui nous fournit des conditions assez chouettes pour les sessions. On a un partenariat avec The North Face. Les grosses marques ont bien compris qu'on ne peut plus faire du marketing débile sans logique, donc elles essaient de pousser les projets qui ont du sens. Le Women's Bouldering Festival, par exemple, leur partenaire c'est Patagonia et Climbing Beaches c'est Beyond, nous explique Caroline. Les structures et initiatives féministes dans l'escalade se développent et se complètent car chacune se positionne un peu différemment. Le soutien de marques permet également de rendre les sessions plus accessibles. Nous avons cherché à avoir des sponsors pour l'accessibilité, 50% du prix est payé par les marques, ça fait des billets à 70€ pour 2 jours avec des coachs, des ateliers et des grimpeuses pro confirmées. Ça dépend un peu la durée, mais 35€ pour une journée entière de grimpe, c'est ok. L'objectif est de développer 5 sessions en 2025, le partenariat avec les salles Arcos n'étant pas exclusif, l'association est ouverte à toute opportunité pour essaimer les sessions. L'un des arguments majeurs de Grimpeuse est de proposer des sessions en non-mixité choisies, c'est-à-dire que pour un temps donné, seules les femmes sont acceptées. N'ayez peur pour vos êtres messieurs, cette volonté n'est pas un rejet de votre masculinité, mais plutôt un temps défini pour redonner de la confiance et de l'énergie aux femmes. D'ailleurs, les hommes ne sont pas totalement exclus, puisqu'ils sont invités à participer aux conférences et autres ateliers de discussion. Les événements en extérieur sont aussi ouverts à tout le monde. Mais cet aspect militant n'est pas toujours bien accepté, nous ça raconte Caroline. On tombe parfois sur des hommes majoritairement, mais parfois aussi des femmes qui sont contre. Ah ouais? Même des femmes refusent de faire un groupe que de femmes? Le mot féminisme est parfois rejeté par certaines personnes, il y a des féminismes auxquels on n'adhère pas nous non plus à Grimpeuse, tout dépend de ce que l'on met derrière ce mot. On n'a jamais personne qui est venu et qui a craché sur le concept, sur les réseaux un peu plus. Et évidemment que ça passe par les réseaux, les trucs qui vont pas, et pas en vrai. Évidemment. Louise Dallon, bénévole et community manager de Grimpeuse, rajoute: il y a parfois des longs débats sur Instagram et on a même eu des gens qui allaient jusqu'à justifier des féminicides. On ne censure rien, mais si on a répondu à la question et que la personne continue, on supprime. Quand il y a des commentaires agressifs et si un manque de curiosité ressort, on ne continue pas la discussion. Du moment qu'on a donné l'avis de Grimpeuse, ça suffit. On a un contenu que l'on veut bienveillant et on ne veut pas de place pour ça. Parfois, les commentaires des gens vont plus loin que leur vraie pensée, c'est le travers des réseaux sociaux. Retour l'expérience de Sarah, qui participe au rassemblement Grimpeuse depuis plusieurs années. J'ai fait 2 rassemblements à Aile-Froide, d'abord par intérêt pour le lieu. J'étais rassuré d'y aller avec un groupe, et le fait que ça soit entre femmes, je trouve qu'il y a une émulation différente. La confiance se fait plus rapidement et plus facilement. On est inspiré aussi par les intervenantes et leur parcours qui nous montrent le chemin. J'ai beaucoup apprécié le fait que ça soit adapté à tout le monde. D'ailleurs, ma maman m'a accompagné la 2e fois. On a appris les manips de cordes en grande voix, et même à faire du trad. Conquise par ses expériences auprès de grimpeuses, Sarah nous assure qu'elle retournera à des rassemblements et qu'elle en parle aussi à ses amis. Ok. Bah le concept est hyper malin, en soi. Oui, il faut la place des femmes partout parce qu'elle est compliquée à trouver et parfois invisibilisée ou détournée, ça, évidemment. Alors si elles peuvent profiter d'un environnement plus agréable pour découvrir et pour faire des activités diverses, allez, hein, avec plaisir. Il y a Bali qui va prendre une des étapes de Coupe du Monde là. Ah, il y a enfin un calendrier.
Gna, 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 gna. Faut voir juste. Coupe du monde. Escalade 2025. Non, pas ça. La Coupe du monde. Il n'y a pas encore celle 2025. Ok. Tant pis. Bon, pour finir avec la escalade, hein. Le seul et l'unique. Miguel. Attends, déjà, il faut que je m'ajoute ça dans mes favoris de Comore Escalade. Voilà, merci. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de KI News, votre émission bimensuelle du monde. News numéro 1 et un nouveau 9 à bloc qui fait 11. Cette semaine, l'italien Elias Yaniema, dont on a déjà parlé pour avoir enchaîné Burden of Dreams l'année dernière, vient de libérer C'est pas très fort, non? 9 à bloc personnel avec The Big Slam en Italie. Un bloc dans un nouveau style pour la cotation, un pilier très incliné en compression et minuscule réglette, liant deux mouvements extrêmes, chacun valant 8A à eux seuls, avant le départ debout en 8B/+. Une intensité similaire à Burden of Dreams selon Elias, qui aura mis 35 sessions réparties sur 1 an et demi pour en venir à bout. 35 sessions, aïe aïe aïe. Novembre dernier déjà, Elias publiait un mystérieux post sur le blog pour annoncer que la fin était proche. Enfin, je sais pas, sur la vidéo, j'ai l'impression qu'il fait deux moves et qu'il tombe, mais il a mis une émote avec des yeux, donc j'imagine que ça veut dire qu'il est proche. Mais finalement, avec des conditions plus que parfaites requises, Elias aura dû attendre janvier pour son enchaînement. Reste maintenant à savoir si ce blog connaîtra un grand succès auprès des autres athlètes, avec sa localisation assez excentrée dans le sud de l'Italie, sur le site de Tintorale, proche de la ville de Pescara, alors qu'Arco tout au nord attire bien plus de grimpeurs de haut niveau. En tout cas, ce bloc symbolise surtout la 11e réalisation dans le 9A, un degré qui devient de moins en moins rare au fil du temps, avec notamment 5 nouveaux blocs dans la cote depuis le début 2024. Effectivement, ça accélère un petit peu. Les répétitions, mais en même temps, est-ce que c'est pas normal d'avoir plus de répétitions si on a plus de 9 à bloc libérés et donc à essayer? Je ne sais pas, je ne suis pas analyste, mais j'aime bien faire des jolis graphiques. Regardez, faites plaisir à votre rétine, parlez-lui courbes statistiques, profitez et on passe à la suite. News numéro 2, vous êtes nombreux à regarder cette émission et à régulièrement me demander de parler de la défense de la faune. Et bien en cette nouvelle année, des informations importantes viennent de tomber concernant la protection des oiseaux. En effet, si vous grimpez en extérieur, vous aurez peut-être déjà été confronté à la fermeture de certaines voies familières pour cause de... Je grimpe pas en extérieur, mais oui. Période... J'ai vu passer des nids d'oiseaux pas loin de chez moi, effectivement. Peut-être n'en avez-vous jamais entendu parler. Qui a pu venir grimper. C'est pas si étonnant. En fait, très souvent, les informations sont relayées par les comités territoriaux sur leurs différents réseaux sociaux ou sur des applications de recensement des sites comme ClimbingAway. Ceci étant, ces outils ne sont pas idéaux, peu démocratisés, pas toujours à jour, et ce serait vraiment une super avancée que d'avoir une communication plus... Il est sur Lyon? Enfin, à côté de ça, en décembre dernier, avait éclaté Miguel? une petite polémique du côté du parc national des Calanques qui avait annoncé faire évoluer sa réglementation sur 6 secteurs d'escalade représentant des zones potentiellement de nidification, en déclarant notamment des périodes de fermeture temporaire pendant l'année, précisant également que ces périodes pourraient être écourtées en cas d'absence de nidification. Une annonce qui n'avait évidemment pas plu à tous les pratiquants et certains dirigeants de la région, mais n'étant pas spécialiste de l'affaire, je ne pourrais pas vraiment vous en dire plus. Ceci étant, la semaine dernière, la FFME, la Fédération Française de l'Escalade, a justement communiqué quant à la création d'un nouveau partenariat avec la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux, un accord qui résonne comme une réponse directe à cet accro dans lequel sont cités plusieurs objectifs. Favoriser le dialogue entre les deux structures, notamment au sujet de la cohabitation avec la faune sauvage, définir les zones présentant de forts enjeux sportifs et ou écologiques. Oui, je pense que ça peut être bien, effectivement, de favoriser un peu plus les animaux que favoriser le sport. J'aime bien l'escalade, hein, mais de là à fracasser les oiseaux pour grimper, moins convaincu. Et enfin, co-construire et diffuser des contenus pédagogiques pour une meilleure connaissance de la biodiversité dans le cadre des activités d'escalade. De belles initiatives qui, on l'espère, seront mises en place de manière efficace sans léser aucun des deux parties. À une heure où la cohabitation entre l'escalade et la nature interroge, on se rappellera notamment le sujet d'il y a quelques semaines avec la fermeture d'une grande partie du site de grimpe des Arapiles en Australie, dont cette raison de cohabitation Arapiles. escalade, bien que très débattue, en était la cause. News numéro 3, et aujourd'hui on va parler de la Kilter-Bird. Alors il ne s'agit pas ici de... Ça, y en a pas dans ma salle. J'aimerais bien pouvoir tester. La Kilter qui regarde cette vidéo, moi je suis là, j'adore discuter, vous laissez un commentaire, on parle tranquille. J'aime bien l'esprit wall, hein, dans ma salle. Les murs libres, tu grimpes ce que tu veux. Peut-être même Là, c'est le même principe, mais avec des petites couleurs pour
permettant de mettre des blocs qui existent ou quoi. grâce En plus, tu peux bouger le degré de la d'inclinaison. à succès qui aura créé de véritables acharnés de performance sur cette board, parfois même dans une optique qui dépasse l'entraînement. Par exemple, en ce début du mois de Mais je sais pas si ce type de prise est agréable à tenir, j'en sais rien du tout. se donnant pour défi de réaliser le plus de 8 A possible en 1 heure, avec un objectif initial de 30 blocs, objectif explosé avec un total de 61 8 A en 1 heure. A titre de comparaison, j'ai mis 5 heures pour faire ces 2 secondes d'animation, ce qui laissait le temps à Toby d'enchaîner encore 244 blocs avant d'écraser mon estime avec sa contrepointe. Mais bon, sur ces 61 blocs, il n'y en avait que 10 différents à répéter chacun 5 fois, donc c'était plutôt un pur test d'endurance. Mais combien de 8 A différents pourrait-on enchaîner dans un certain laps de temps? Eh bien ça c'est la question que s'est posée Jules Marchalan, un jeune grimpeur français dont on a déjà parlé dans l'émission, et d'ailleurs assez récemment avec sa répétition de 3 Degrees of Separation. Oh, c'était beau ça. L'année dernière, Jules s'est lancé avec sa répétition de 3 Le Degrees changement de main là-dedans, là, en petit saut, c'est quelque chose que j'ai un peu amusé à faire dans ma salle. avec sa répétition de 3 Degrees of Genre, il y a un bidois pourri, je m'étais amusé à mettre dedans et à faire tac, changement de doigt. C'est horrible, mais c'est rigolo. réaliser 108 à blocs à la journée sur la Kilterboard. Alors pourquoi 100 blocs? Eh bien déjà parce qu'il s'agit toujours d'une barre numérique symbolique et qui reste atteignable en apparence, mais aussi en référence aux 107 A réalisés en une journée par son grand pote Hugo Parmentier dans la forêt de Fontainebleau en 2023. D'ailleurs pour la petite anecdote, si Jules avait déjà parlé de ce projet à droite à gauche, il ne savait pas vraiment s'il allait le tenter jusqu'à ce jour où Jules croise Seb Boin qui lui dit « Eh mec, sympa ton projet, j'étais justement avec Adam et Jacob sur DNA à l'automne et on a pas mal parlé tous ensemble. Les 3 meilleurs grimpeurs du monde qui parlent de toi, réaction attendue, petit coup de pression. Allez, j'y vais. Seul face à une Kilter dans un garage pendant la journée. Bref, un sacré défi dont la vidéo sponsorisée par Epic TV a été publiée sur la chaîne Relais Vertical. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous spoil pas. Allez la voir, vous trouverez le lien en description. News numéro 4, et on se rend à Margalef en Pas Espagne. écrit 4 là. Pour 2 croix de très haut niveau par l'allemand Alexander Megos. Le grimpeur de 32 ans vient d'abord de libérer Parce qu'on a lu tout à l'heure ça. sur le site avec Touareg Blanco 9B/+. Parce qu'on a lu tout à l'heure. Alex Megos. En 2014, sur lequel Alex sera passé 15 jours, 4 il y a 3 ans, puis 10 depuis cet hiver. Je suis pas abonné à Alexander sur Instagram. Wow. Ah, comment ça va, c'est que l'escalade alors. Le mec est en lunettes de soleil dans un 9B/+, comme ça. Moi quand je grimpe, je ressemble à ça. Ouais, il y a volonté de nous humilier là. Bref, une bien belle croix, mais encore plus impressionnante quand on sait que le lendemain de son ascension, Alex Megos réussissait une nouvelle prouesse, celle d'enchaîner Flash la voix Mr Big 9A, soit en un seul essai. Après 2 semaines passées à regarder d'autres grimpeurs la travailler, Alex avait effectivement bien Alexander. méthode et se sentait prêt pour ce défi. Pour rappel, Megos. la cotation maximale Flash réalisée en falaise est de 9A+, et n'a été atteinte que par Adam Ondra en 2018 sur Super Cracky. Une voie située à Saint-Léger-du-Ventoux en France. Ceci dit, Alex n'est pas en reste puisqu'en compagnie du Tchèque, il représente à eux seuls les 10 voies des Flash ou Ah ouais, ah bah c'est bien réparti l'escalade. est même le premier grimpeur à avoir enchaîné une voie dans le 9e degré à vue avec Estado Critico en 2013. Une domination sans partage qui dure depuis plus de 10 ans et l'on se demande bien qui sera le 3e grimpeur à rentrer dans ce cercle très fermé. Et dans le reste des news, on va parler fermeture de site maintenant. Un peu plus tôt, je rementionnais l'interdiction de grimper dans une énorme partie des Arapiles, l'un des plus grands sites d'escalade australiens. Et bien sachez que la lutte pour le maintien de ce site est toujours en cours avec une pétition Ah ouais largement répandue et qu'un film Save Arapiles a même été publié sur YouTube. Un épisode accompagné par une autre vidéo relatant, elle, l'histoire de Punky the Gym, le premier 8B+ au monde, est directement impacté par cette interdiction. Vous trouverez les liens des 2 vidéos en commentaire. Ok. Des interdictions qui représentent un enjeu mondial pour l'escalade avec de nombreux pays vivant les mêmes situations. D'ailleurs, un autre site mythique vient d'être touché, mais de l'autre côté du globe cette fois-ci. En effet, à Red River Gorge dans le Kentucky, le secteur The Zoo a été déclaré interdit par le The propriétaire. Zoo. Une fermeture d'une envergure bien moins grande que dans les Arapales. Oh non, mais le propriétaire il est chiant là. Qui concerne tout Pourquoi il ferme? très apprécié des grimpeurs, dont certaines au plus haut niveau, avec Zoolander 9A libéré par Alex Megos en 2019. Pour l'instant, aucune information sur les raisons de la fermeture n'ont été relayées par les médias. Et dans l'actualité récente, on a beaucoup parlé du RED-S, ce syndrome de déficience énergétique qui touche les athlètes de haut niveau et qui consiste à un mauvais équilibre entre les apports et les dépenses énergétiques. Ok. Dû à une mauvaise nutrition. Depuis quelque temps, la parole des grimpeurs et notamment des grimpeuses particulièrement touchées par ce phénomène se sont élevées par l'intermédiaire de personnalités comme Nyanya Garnbrett, Sofia Yokoyama, Alana Yip ou encore Mei Kodake. Et bien aujourd'hui, c'est maintenant à Martina Demel de démêler ce sujet épineux. Allez.
La grimpeuse autrichienne, particulièrement active sur rocher, mais aussi participante régulière de Coupe du Monde, s'est confiée dans un post Instagram sur son vécu cauchemardesque depuis plus d'une dizaine d'années. Un témoignage particulièrement touchant où l'Allemande parle de son désordre alimentaire, entre anorexie et boulimie constante, ainsi que des effets sur son mental et son corps. Et même si Martina ne dit qu'effleurer la surface, car pas encore totalement prête à tout dévoiler, il s'agit de l'un des témoignages les plus transparents que j'ai pu lire sur le sujet, dévoilant notamment son passage de 2 mois en clinique spécialisée, où l'affect de ses cycles menstruels par ses symptômes. Alors si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à aller le lire en entier, le lien est en description. Et il y a quelques mois, on parlait de l'une des nouvelles voix. Qu'est-ce qu'il fait, Seb Boin encore? Seb Boin avec Wolf Kingdom, 9 Seb Boin. en fin d'année. Et bien il y a 10 jours, une vidéo du falaisiste français dans la voix est enfin sortie via un épisode de Riding Zone diffusé sur la chaîne YouTube de France TV /. D'ailleurs le lien est en description. Malheureusement le tournage ayant lieu un peu Ah, après. il y en a des liens en description. Ils ne verront pas le run complet, mais elle a au moins pour mérite de nous faire découvrir Wolf Kingdom, l'une des, on le rappelle, 3 voix les plus difficiles de France. Voilà, c'est tout pour les news, et maintenant, j'ai un petit mot à vous dire. Et oui, je voulais vous parler du format des croix de la semaine, puisque ça fait Après les croix de la semaine, je m'en fous, merci. pas mal. C'est très gentil. Ah là, il dit doudout, il dit doudout. Ah, mais c'est tout ça. Pouef, 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 pouef. Pouef. Non. Pendant 2 heures. Ce n'est pas 50 en 1 heure. En 2 heures. Quel bon doublage. Homer. Commence maintenant. J'ai pas un anti-pub, moi, à la base. De sport. Booste ton mood avec Basic Fit. Non. Pendant 2 heures. Ce n'est pas 50. Pétition. Si vous pouvez faire 60 ascensions en 1 heure, la quantité d'ascensions que vous faites dans une compétition est bien inférieure à cela. Vous... Ouais, ok, bon, il grimpe son keyboard. Had it explained to us. Focus on other things when you're climbing. It's almost like Read that. Une seule fois et sans utiliser le baudrier pour se reposer. Ça a l'air fun à voir. Mais tout fait mal. Et lui, il fait ses 100 reps ou pas? Et je sais que je vais me dire putain j'aurais dû en faire 110 parce que j'avais encore du jus. Mais je suis très content de m'arrêter là vu comment j'en ai chié depuis. J'ai l'impression que ça fait 100 de bloc. 100 de bloc sur 100 en 8 heures. Quelle journée de fou. Ok. Bah voilà pour l'actu de l'escalade de la semaine. C'était cool déjà. Partie suivante du live. Pic.